Excusez-moi, vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais vu par ici. Mais oui, oui, je viens d'arriver, enchanté. Je m'appelle Électrique. Électrique. Moi, thermique. Ah, Alors, jeune homme, racontez-moi un peu votre histoire. écoutez, je viens d'une grande et ancienne famille, celle de la traction électrique. Attendez, je vais vous montrer mon album de photos. Tenez, voilà la jamais contente, mon arrière-grand-mère. Alors c'est elle qui a franchi la première, le mur des 100 km/h en 1899. Une électrique, comme moi. Ah oui, j'ai beaucoup de parents qui fonctionnent depuis longtemps à l'électricité. Surtout dans les transports en commun. Ou dans l'industrie. Oui, oh, je les connais. Mais ils ont besoin d'une infrastructure, des rails, des caténaires, des lignes aériennes. Ou alors ils se déplacent sur des périmètres très réduits. Vous savez, les constructeurs font depuis toujours des recherches sur l'autonomie des véhicules électriques. Regardez le VLV, véhicule léger de ville, pendant la Seconde Guerre. Eh bien, c'était Peugeot, déjà, qui l'avait mis au point. Et à la même époque, la 202 aussi avait été équipée en électrique. Et là, regardez, c'est mon papa, le J7 électrique en 1971. Et puis, il y a eu la 104 utilitaire en 1974. Et enfin, une 205 en 1984. Mais alors là, avec moi, on a vraiment trouvé les bonnes solutions. Autonomie, performance, écoutez, on n'a jamais fait mieux dans la famille. Bon, ben, expliquez-moi un peu comment vous avez fait. Ça n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de bavarder avec un nouveau venu. Oh, mais avec grand plaisir. Commençons par la batterie de traction. Alors, on a opté pour des batteries au plomb. Leur chute de tension en fin de décharge n'est pas brutale. Elle comporte seulement 3 éléments de 2 volts chacune et leur prix de revient est faible. J'en ai 28, ce qui donne 168 volts de tension. Regardez maintenant mon moteur. Alors avec lui, je peux parcourir près d'1 million de kilomètres. Sa puissance maximale est de 43 kW, sa puissance administrative de 4 chevaux et son couple de 23 mètres décanewtons. Il est contrôlé par un boîtier électronique. Et on lui a associé une transmission classique, embrayage monodisque et boîte de vitesse 5 rapports. Mais c'est la même que la mienne. Et c'est là que réside essentiellement le progrès. L'association de ce moteur avec cette boîte de vitesse me permet de m'adapter parfaitement au trafic urbain. Ben c'est pourquoi je peux être le partenaire privilégié des municipalités ou des grandes administrations. Mais regardez l'EDF. Ou le parc de la Villette. Ben, ils travaillent déjà avec moi. Du moment que je peux rentrer tous les soirs recharger mes batteries pendant environ 8 heures, je suis idéal en ville. Je ne pollue pas, je suis silencieux, je peux parcourir 70 km et rouler jusqu'à 90 km/h. Écoutez, que demander de plus ? À la Villette, on m'utilise en version minibus pour transporter les visiteurs. Dans cette version, les batteries se trouvent sous les sièges de chaque côté. Au fond, à vous voir vous balader comme ça, on dirait que nous sommes pareils. Mais bien sûr, je suis le premier véhicule électrique fabriqué en série. Nous sortons de la même chaîne d'assemblage. Nous avons la même carrosserie, tôlée ou vitrée. Les mêmes systèmes de suspension, de freinage, et comme je vous le disais, la même transmission. Ah, mais même votre poste de conduite est identique au mien. À 2 détails près, je dispose en plus d'un compteur d'ampères-heure qui joue le rôle de votre jauge et d'un bouton d'arrêt d'urgence. Je crois qu'on vient nous chercher. Ah, chic, on va faire un tour. Je vais vous montrer comment il faut me conduire. Oui, on va voir si vous êtes aussi fort que vous le dites sur le terrain. On va voir. Bon, alors, mon compteur d'ampères-heure indique 0, ma batterie est chargée.
la boîte de vitesse au point mort. Alors, on démarre sans toucher aux pédales. Les voyants s'éteignent. Ensuite, il suffit de débrayer et de passer la première vitesse ou la marche arrière pour amorcer le mouvement. Inutile d'accélérer pour manœuvrer. Le couple du moteur est à son maximum au régime ralenti. Ensuite, comme pour vous, il faut accélérer avant de passer les vitesses supérieures pour conserver le bénéfice de la vitesse acquise. Ça roule. Dites donc, votre moteur tourne là? Mais évidemment. Je n'entends rien. Parlons consommation. Quand vous roulez 70 km, monsieur Thermique, vous consommez environ 10 litres de gazole à 4 francs le litre, ce qui nous fait 40 francs. Oui. Bon, quant à moi, quand j'ai roulé 70 km, j'ai besoin pour me recharger de 45 kWh, ce qui coûte entre 7 francs 50 et 15 francs selon l'abonnement. Un petit sprint? Ah, accrochez-vous, monsieur Thermique. Alors, en phase de décélération, mon moteur fonctionne en générateur. Je récupère ainsi environ 15% de l'énergie consommée. Eh ben, vous savez, mon petit, vous vous débrouillez très bien. Alors, qu'est-ce que je vous disais, monsieur Thermique? Un dernier conseil. Quand on freine, il ne faut pas oublier de débrayer avant le retour au régime ralenti. Et voilà. Nous avons fait 70 km, mon compteur d'ampères-heure indique ma consommation 120 ampères-heure. Avant qu'il n'indique 160, ce qui correspondrait à une décharge totale de ma batterie de traction, il faut la recharger. C'est très simple, avec mon chargeur automatique qu'il suffit de raccorder à la prise sur le boîtier électronique. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Thermique? Vous avez un petit problème? Non, juste un peu d'entretien, la routine, quoi. Oh, mais dites-moi, vous en avez des trucs sous votre capot? Ah, évidemment, chez vous, ces problèmes ne se posent pas. Hein. Que d'interventions supprimées. Vous n'avez pas besoin de vidange, pas besoin de faire changer les filtres, filtre à gazole, filtre à huile, filtre à air, pas besoin de remplacer la courroie de distribution, les bougies de préchauffage, les injecteurs. Pas besoin d'intervention sur le circuit de refroidissement, le liquide du radiateur, la pompe à eau. Et puis chez vous, au moins, pas de risque de fuite du carburant. Et non, monsieur Thermique. Et si vous saviez ce que nous prépare l'avenir? Oh! L'unité de recherche sur les véhicules électriques de PSA travaille actuellement sur un électrique urbain pour le particulier et sur le programme vert, le véhicule électrique routier à turbine. Non, vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Quand même, monsieur électrique, j'aimerais en savoir plus sur votre technologie. Vous voulez des détails, monsieur Thermique? Alors, je vais vous faire un petit cours technique, pas ennuyeux. Mais d'abord, quelques rappels de sécurité. N'oublions pas que nous nous trouvons en présence d'un courant haute tension continu. On trouve sous le capot différents points où cette haute tension est présente. La prise de charge, les connexions sur le moteur. Cette haute tension est présente également au niveau des batteries 168 volts, 300 ampères. Dans le coffre, on trouve un fusible interbatterie qu'il faut impérativement déposer avant toute intervention sur le véhicule. Attention, l'usage du bouton d'arrêt d'urgence ne déconnecte la batterie de traction que sur la version minibus. Dans la version fourgon, ce bouton ne déconnecte que les commandes du moteur. L'usage de gants de caoutchouc et d'outils isolés reste dans tous les cas obligatoire. La batterie de traction est composée de 28 batteries au plomb à électrolyte gélifié, étanches et sans entretien, branchées en série.
le couvercle du coffre qui le contient peut recevoir une partie de la charge utile du véhicule, c'est-à-dire 200 kg répartis sur toute la surface. Et à l'autre extrémité des câbles, revoyons à présent le moteur. C'est un moteur électrique, à courant continu et à excitation séparée, qui fonctionne en générateur en cours de décélération. L'alimentation du moteur est munie d'une sécurité de court-circuit qui intervient si l'intensité absorbée dépasse 400 ampères. Un boîtier électronique, fixé à la partie supérieure du moteur, traite les informations de commande et de sécurité liées au fonctionnement du véhicule. Il gère également la réserve d'énergie contenue dans la batterie de traction et alimente la mémoire du compteur d'ampères-heure. Il est muni de deux fusibles, un 10 ampères pour le courant d'excitation et un 40 ampères pour le courant de charge. Le moteur est refroidi par un pulseur d'air. La température du moteur se lit sur l'indicateur situé au combiné. La température normale de fonctionnement est d'environ 100 degrés. Le seuil dangereux de surchauffe se situe vers 130 degrés. Le moteur entraîne un alternateur qui recharge la batterie de service. Celle-ci fournit l'énergie du boîtier électronique et des équipements électriques du véhicule. Le moteur entraîne également la pompe à vide d'assistance de freinage. Sur la position démarrage, le contacteur principal se ferme et alimente la partie tournante du moteur au travers d'une résistance de démarrage. Cette dernière empêche le moteur d'absorber trop d'intensité. Dès que le moteur a atteint un régime de 1200 tours minute, le contacteur de démarrage court-circuite la résistance, le témoin au tableau de bord s'éteint. Ce témoin est identique à celui de pression d'huile sur un véhicule thermique. Le régime de ralenti se stabilise à 1500 tours. La courbe de couple du moteur électrique est particulière. En effet, le couple de ce moteur est maximum au bas régime et beaucoup plus élevé que celui du moteur thermique. En accélérant, on commande un potentiomètre qui modifie le courant d'excitation du moteur par l'intermédiaire d'un hacheur électronique situé dans le boîtier. La capacité d'accélération permet d'augmenter le régime moteur jusqu'à 4500 tours minute et d'effectuer le 400 mètres départ arrêté en 31 secondes. Le calculateur reçoit une information sur le régime moteur grâce à une roue phonique et un capteur situé sur le côté du moteur. Si la vitesse de rotation du moteur devient supérieure à 6000 tours minute, un disjoncteur intervient. Dans tous les cas où l'alimentation du moteur est coupée, soit volontairement, soit par un dispositif de sécurité, un redémarrage n'est possible que lorsque la vitesse de rotation moteur est redescendue en dessous de 200 tours minute, ce qui se visualise pour le conducteur par l'extinction du voyant de charge au tableau de bord. Plus le véhicule roule vite, plus la fonction générateur d'énergie sera rentable à la décélération. Quand on freine, le calculateur en est averti grâce au contacteur de stop. Si l'on ne débraye pas, l'intensité absorbée par le moteur va être trop forte. Le moteur sera disjoncté si cette intensité dépasse 200 ampères. Il faut, dans ce cas, attendre une dizaine de secondes avant de remettre en route. Une pression des pneus correcte est indispensable pour une consommation minimum d'énergie et pour la sécurité du véhicule. Le conducteur est tenu averti de l'état de charge de sa batterie de traction par le compteur d'ampères-heure géré par le calculateur. Quand le compteur dépasse 120, la batterie est déchargée à 80%. Dans ce cas, le boîtier passe en mode de fonctionnement dégradé qui se traduit par une très nette perte de puissance du moteur.
Si l'arrêt intervient alors, un repos d'1 heure laisse ensuite la possibilité de parcourir quelques kilomètres supplémentaires. Dans la mesure du possible, évitez la décharge profonde, ne pas dépasser 130 sur le compteur d'ampères-heure. La recharge se réalise grâce à un chargeur automatique programmable. Le branchement de la prise Anderson déclenche automatiquement le cycle de charge. Analyse de la batterie de traction, autotest des contrôles électroniques du chargeur. Pendant la charge, le témoin rouge s'allume. Ne débranchez la prise que quand le témoin vert de fin de charge est allumé. En cas de débranchement intempestif en cours de charge, le témoin jaune s'allume. Il existe 2 formes de charge. La charge normale à effectuer tous les 70 km environ, d'une durée de 8 heures. La charge d'égalisation à faire régulièrement après 10 charges normales, qui consiste en une charge normale, 8 heures, un temps de repos, 8 heures, une charge lente, 30 heures. Elle permet de rééquilibrer les charges des 28 batteries. Une sécurité empêche le démarrage en cours de charge. Si la consommation quotidienne ne dépasse pas 20 ampères-heure, ne procédez à la charge que tous les 3 jours. La coupure de courant de la batterie de service efface la mémoire du compteur d'ampères-heure qui revient à 0. Procédez alors à une charge pour que l'indication 0 corresponde à l'état de charge réel. L'état de la batterie de traction doit être contrôlé tous les 7500 km, après une charge d'égalisation. L'autre équipement particulier du J5 électrique est son chauffage. L'aérotherme du véhicule est alimenté en eau chaude par un groupe autonome de chauffage situé dans le compartiment moteur. Il fonctionne avec du gazole stocké dans le réservoir type diesel, dont la jauge habituelle indique le niveau au tableau de bord. Les commandes de réglage sont identiques à celles d'un J5 thermique. L'ensemble comprend donc, en plus du réservoir à combustible, une pompe à combustible, une turbine, un groupe de chauffage, une pompe à eau, un radiateur, une nourrice d'eau. Lorsque le conducteur met en route le chauffage, grâce à l'interrupteur situé au combiné, la pompe alimente le brûleur, la turbine débite l'air nécessaire à la combustion, la bougie à incandescence provoque l'évaporation du gazole et son inflammation. Les gaz sont évacués par la ligne d'échappement. Le calculateur électronique du groupe de chauffage gère la régulation de la température et l'ensemble du cycle. Voilà, monsieur Thermique, je crois que vous savez tout. Enfin, pour l'instant. Eh ben, quand vous ferez des petits, vous m'en mettrez un de côté. Avec plaisir.